Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La proportion dorée. Conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005. Les deux sujets qui étaient traités précédemment mettent en relation l'édifice gothique avec, disons, un grand principe de la construction médiévale, qui est la corrélation entre un endroit, un lieu, une structure architecturale, et en ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, des règles de proportion, de tracé, qui sont spécifiques à l'ère gothique. Et dans ces premières activités que je vais rapidement résumer, j'ai surtout mis en relation la cathédrale avec le temple égyptien, disons la forme canonique du temple égyptien. Donc vous avez une image ici, très synthétique, mais qui résume assez bien les trois grandes parties du temple égyptien qu'on va retrouver systématiquement dans l'édifice gothique, avec le pylône, qui sont les deux rectangles à votre gauche, qui correspondent en fait aux deux flèches, aux deux tours de la cathédrale, une gigantesque cour carrée dont les proportions peuvent varier, mais qui globalement est une construction carrée qui rappelle la structure principale du vaisseau de la cathédrale, de la nef. Une salle qui est un rectangle plus étroit et donc dont l'axe, disons l'axe principal est un axe concourant avec la cour carrée, qui s'appelle la salle hypostyle dans le temple égyptien et qui rappelle la croisée et le transept. Et enfin, un complexe de chapelles qui est mis en relation avec l'abside et tout ce qui se trouve, disons, derrière, généralement derrière la croisée. Donc cette relation intime qui relie la cathédrale avec le temple égyptien ne s'arrête pas au simple plan au sol, mais aussi à des résonances symboliques liées aux différentes fonctions de l'édifice. Je ne vais pas redétailler aujourd'hui parce que ça m'amènerait à repartir sur un chapitre de la conférence il y a 3 semaines déjà. Mais disons globalement, on va pouvoir mettre en relation symbolique les différentes parties du temple égyptien et de la cathédrale. Alors, les grandes idées que j'ai développées, mais vraiment c'est des tracés, des croquis, je vais les faire très très vite, ne m'en veuillez pas. En ce qui concerne la première activité, j'ai expliqué que la géographie sacrée se construisait autour du fonctionnement géographique associé à la mise en présence de forces. J'ai par exemple donné l'exemple de la cathédrale de Chartres, sous laquelle coule une rivière souterraine qui rencontre un massif rocheux particulièrement imposant et important, et la rivière souterraine est obligée de faire un coude. Donc ce sont deux énergies, disons deux forces contradictoires qui sont mises en présence, et dont l'harmonisation permet d'exploiter la géographie sacrée du lieu. J'ai parlé aussi de Lyon, évidemment, avec le confluent, et la mise en présence de deux forces que sont deux fleuves. Et disons, globalement, la géographie sacrée s'exprime à travers l'idée qu'il faut harmoniser des forces naturelles contradictoires qu'on retrouve, disons, symboliquement associées aux dragons et aux forces chthoniennes, telles qu'on les trouve représentées dans la mythologie du Graal, par exemple, pour parler du cycle arthurien, les deux fameux dragons qui luttent sous le château de Tintagel, et qui constituent en fait ces deux forces souterraines dont l'harmonisation par Merlin va permettre l'émergence d'un lieu sacré. Et disons l'idée qu'on peut exploiter la sacralité des lieux à condition d'en connaître les règles de fonctionnement symboliques, les règles symboliques. Ça, c'était le sujet traité lors de la première activité. Pour la deuxième activité, qui était plutôt associée cette fois au temps, à la mise en marche du temps dans l'édifice, donc on est passé de l'espace au temps. J'ai expliqué le rôle fondamental de la lumière dans l'édifice gothique. Je vais en reparler ce soir parce que ce sera le sujet d'introduction. Globalement, l'idée c'est que le temps se met en marche dans la cathédrale à travers le parcours du soleil dans l'édifice. J'ai expliqué très rapidement que l'exploitation des grandes verrières par les maîtres d'œuvre était associée à la reconstitution du parcours du temps, et les éclairages de ces différentes scènes dans les vitraux va permettre de mettre en route le calendrier sacré et en fait d'exprimer la liturgie à travers le parcours du soleil. L'idée c'est que
celui qui utilise l'édifice va remonter le temps vers les origines dans l'axe est-ouest, puisque le parcours d'un édifice se fait à l'envers du parcours de la lumière. Et donc il s'agit, en remontant le temps vers les origines, de devenir de nouveau contemporain des origines, c'est-à-dire du temps premier où les choses sont nées, et que c'est donc cette carte temporelle liée au calendrier sacré qui va permettre ce parcours. Voilà, encore une fois, c'est vraiment à la hache, hein, très rapidement, ne m'en veuillez pas, mais ça vous donnera au moins l'idée de comment j'aboutis aujourd'hui à parler de l'art du trait et des proportions, puisque c'est l'aboutissement logique hein, du troisième grand pôle de la construction médiévale, qui sont donc l'espace, le temps et la faculté qui va permettre de mettre en relation harmonieuse l'espace et le temps dans la construction. Cette théologie ternaire, qui est vraiment très importante au Moyen-Âge et qui est directement issue de la vision pythagoricienne et platonicienne de l'univers, qui, je vous le rappelle, était transposée de manière très intense par la vie monastique et les structures monastiques médiévales, dont le corpus de l'enseignement et disons la transmission essentielle de la connaissance se fait s'architecture autour de la pensée platonicienne. Donc cette tradition ternaire de vision du monde va être reprise par les bâtisseurs de cathédrales. Et donc on va aujourd'hui mettre en place cette idée qu'il faut pouvoir harmoniser le temps et l'espace. Et que c'est une espèce de paradoxe fondamental qui n'est pas spécifique à la cathédrale et à l'homme du Moyen-Âge, mais notre relation à l'espace-temps, en tant qu'être humain, conditionne notre vie harmonieuse sur la Terre, dans notre parcours terrestre. Et c'est en permanence ce souci de trouver la juste mesure entre le temps et l'espace qui va permettre, disons, d'aboutir à un parcours de vie qui soit cohérent et qui reflète l'idée platonicienne du bien, et donc les vertus qui lui sont associées. C'est un concept métaphysique complet, c'est pas simplement une construction, je l'ai déjà expliqué à nombreuses reprises dans les conférences précédentes. La cathédrale n'est pas une finalité, c'est un outil, c'est un instrument de transmission de connaissances fondamentales, et sa mission essentielle est une mission civilisatrice, au cœur du Moyen-Âge, c'est-à-dire de transmettre une vision métaphysique de l'existence qui soit exploitable directement par n'importe quel être humain, quel que soit son degré de connaissance, puisque son mode de transmission étant symbolique, il est accessible indépendamment du degré de connaissance de chacun. Donc la cathédrale est une image synthétique de l'univers, une représentation de l'univers en modèle réduit, et qui a la vocation évidemment de ramener à l'échelle humaine l'ensemble des lois de la nature, de façon à ce que chaque individu qui est mis en présence avec cet édifice puisse s'approprier ces lois, encore une fois, de manière beaucoup plus intuitive et symbolique que raisonnable. Le monde médiéval n'est pas un monde de raison, c'est un monde éminemment symbolique, qui est un monde d'ailleurs très paradoxal par rapport à cette perspective-là, mais qui va vraiment chercher à communiquer et à transmettre indépendamment du niveau de connaissance, du niveau intellectuel et des connaissances préalables de l'individu. Ceci permet d'expliquer pourquoi les cathédrales étaient polychromes à l'extérieur et pourquoi on va attacher tant d'importance à l'iconographie et aux représentations, on va dire, déraisonnables et déraisonnées qui sont contenues dans la structure et dans la construction. Alors, si il est nécessaire de s'appuyer sur un support rationnel, ce sera au moins le point de départ pour ce qui est de notre vision aujourd'hui, évidemment, de l'édifice, mais j'ai sélectionné un certain nombre de sources que je vous ai marquées au tableau, qui sont évidemment non exhaustives, il existe beaucoup d'autres choses, mais qui, pour ce qui est de ma recherche et de mon travail sur ce sujet, a constitué la base, le support.
sachant qu'elles sont éclatées dans le temps avec suffisamment d'éclectisme pour pouvoir y intégrer des approches nouvelles de l'étude des proportions et de l'harmonie de la cathédrale gothique. Sachant que le dernier personnage en date marquant, c'est un Allemand qui s'appelle Hans Kaiser, un mathématicien, qui a fait une approche beaucoup plus moderne, mais en respectant les clés symboliques des constructions gothiques. Évidemment, je passerai sur les Mathilagika et sur tous les traités sur la proportion dorée qui peuvent exister et qui existeront sans doute dans le temps, puisque ce ne sera pas le sujet principal d'aujourd'hui. Évidemment, je vais l'aborder, mais ce ne sera pas le sujet principal. Le cœur du sujet constitue l'idée que la cathédrale est une machine à produire de la lumière. Mais pas de la lumière physique. La lumière physique, on en dispose, on l'utilise. Et on l'exploite à travers, disons, la mise en résonance lumineuse des vitraux. Disons, le maître mot de la construction gothique, c'est la résonance. Voilà. C'est la clé. La clé de l'architecture gothique est beaucoup plus musicale qu'il n'y paraît. Et vous verrez tout à l'heure, à travers un certain nombre de planches que j'ai préparées, que les proportions dans la construction recherchent de manière très évidente à mettre en vibration l'édifice. Si vous allez un jour à Strasbourg et que vous visitez la cathédrale de Strasbourg, vous verrez un statuaire très particulier, qui est contemporain de la construction de la cathédrale, qui est un personnage qui tient une gigantesque masse, et dont l'image le représente en train de frapper sur un des piliers maîtres. Évidemment, le but n'est pas de le démolir, hein, pas du tout, puisqu'il fait partie des images synthétiques du maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui va mettre en résonance, en vibration la construction. C'est une très belle image. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo pour vous la montrer, mais c'est une très belle image qui représente cette idée que la cathédrale est un instrument de musique, et que la science des proportions qui va permettre de la mettre en résonance va lui donner les moyens de fabriquer de la lumière spirituelle, c'est-à-dire de mettre en relation l'espace et le temps, et par cette mise en relation, créer une espèce de colonne de lumière verticale qui donne la profondeur. Donc, schématiquement, si vous voulez, on va avoir l'axe de l'espace qui est l'axe du transept, l'axe du temps qui est l'axe du soleil, c'est-à-dire l'axe de la nef, et l'axe vertical qui sera la vibration, c'est-à-dire la dédicace spirituelle de l'édifice. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, au moins dans la période qu'on appelle gothique lancéolé et gothique rayonnant, on va trouver à la croisée, dans la clé de voûte de la croisée, un médaillon qui sera le médaillon de la dédicace. Ce médaillon, il incarne de manière symbolique la manifestation de la colonne de lumière spirituelle qui descend parce que les conditions vibratoires de l'édifice sont réunies pour permettre la descente de cette vibration. Tout le mécanisme de tracé qui est associé à la construction vise à cet objectif-là, c'est-à-dire trouver la bonne proportion, comme un luthier peut le faire avec un instrument de musique, pour que la vibration des cordes de l'édifice, qui sont les piliers, si vous cherchez où sont les cordes, ce sont les piliers, qui sont le véritable tracé de l'édifice, puisse être frotté ou frappé exactement comme peut l'être les cordes d'un instrument de musique. Évidemment, ce ne sont pas des vibrations qui agissent dans le spectre audible, hein, entendons-nous. Vous savez nécessairement que le spectre des vibrations va des infrasons aux ultrasons jusqu'aux vibrations lumineuses et au-delà au niveau des rayons cosmiques. Donc, le phénomène de la vibration balaye un spectre très très large et malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous,
ce n'est pas dans le spectre audible que se trouve la vibration de l'onde de forme, puisqu'il faut appeler par son nom, que rayonne chaque construction gothique. L'idée principale aura toujours été pour la cathédrale de faire disparaître la matière. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais le rappeler une nouvelle fois. On cherche, par des moyens de construction, à supprimer les murs, qui sont des entraves vibratoires. On cherche à produire des lignes très épurées, des colonnes très très fines, qui évidemment s'opposent à l'aspect massif de la basilique romane, mais qui ont surtout la vertu, parce qu'elles sont très fines et très élancées, de pouvoir vibrer de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile. Donc, cette recherche architecturale du vide, cette géométrie du vide, laisse apparaître de manière très évidente l'architecture invisible, qui est une architecture de tracé. Et si on va un peu plus loin, ce qui vibre dans la cathédrale, c'est pas la pierre. Avant que la pierre ne rentre en résonance, ce qui est évidemment possible, ce qui va vibrer, ce sont les lignes de force, représentées par le tracé initial. Que ce soit dans les proportions du plan au sol, ou dans les proportions de l'élévation, tout est mis en œuvre pour que les différentes couches de la construction n'entravent en aucune manière la résonance de l'édifice. Et à partir du XIIIe siècle, du début du XIIIe siècle, la structure de l'élévation va se figer à 3 niveaux. Elle était à 4 précédemment, tout à fait au début du gothique lancéolé. Mais à partir du gothique rayonnant, elle va se figer sur 3 niveaux, et ces 3 niveaux vont véritablement représenter ce qu'on peut appeler la musique un accord parfait majeur, c'est-à-dire une tonique, une tierce et une quinte, qui sont les 3 proportions utilisées dans toute la construction médiévale. C'est-à-dire, pour vous situer rapidement, la quinte travaille avec la proportion 1 tiers, 2 tiers. La tonique travaille avec la proportion 1, 1 demi. Et évidemment, la tierce travaille avec la proportion 1 quart, 3 quarts. Donc vous voyez, les nombres se mettent en œuvre directement dans la construction, et on va retrouver ces proportions à la fois dans le plan au sol et dans l'élévation. Comme je vous l'ai expliqué, la vision qui rayonne de l'édifice est une vision pythagoricienne du monde. J'ai préparé un petit schéma que malheureusement j'ai pas eu le temps de passer en informatique, donc je vais être obligé de vous le refaire. Pour les pythagoriciens, et un peu plus tard pour Platon, l'univers peut être représenté de façon tripartite. Avec, dans l'homme, une résonance en tant que microcosme, dans lequel on va trouver une dimension physique, soma, une dimension psychologique, psyché, et l'esprit, nous, si vous voulez, pour simplifier, le corps, l'âme, l'esprit. Pour que la dimension spirituelle de l'homme puisse se manifester de manière tangible, efficace, elle ne peut le faire qu'à travers l'âme, qui est une espèce d'intercesseur, de monde intermédiaire, dans lequel cohabitent à la fois des moyens de l'incarnation et des moyens de l'esprit. Ce schéma, dans la vision pythagoricienne, se traduit par le plan des idées nombres, idées nombres, des concepts si vous voulez, pures abstractions traduites à la façon platonicienne. Le plan de l'âme se traduit à travers la géométrie et les proportions, et le plan du corps
ou de l'incarnation, ou de la manifestation, se traduit par les formes, et donc tout ce qui est du domaine de l'action. Cette vision tripartite va être traduite par Pythagore à travers les formes mères de la géométrie, qui sont le cercle, le triangle et le carré. C'est-à-dire, traduit en termes numériques, le zéro, concept parfaitement connu et identifié des Grecs, les nombres triangulaires et les nombres carrés. Vous savez que les pythagoriciens n'écrivaient pas le nombre de la façon dont nous le faisons aujourd'hui. Les nombres que nous utilisons aujourd'hui ont une origine arabe et ils manifestent des angles. Un angle, deux angles, trois angles, quatre angles, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Hein? C'est-à-dire, le mot chiffre est un mot d'origine arabe. Et donc, notre notation des nombres n'a rien à voir avec la perspective grecque et pythagoricienne, qui représentait les nombres sous la forme dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des assemblages de points. Autrement dit, pour être plus clair, le premier nombre triangulaire, c'est le 3, évidemment, le 2 ne peut pas être un nombre triangulaire, et le premier nombre carré, c'est le 4. Pourquoi cette façon de représenter? Pour que dans chaque nombre, il y ait une référence à l'unité. Puisque dans la vision pythagoricienne, les nombres ne sont pas des additions de l'unité, mais des divisions de l'unité. On ne peut pas ajouter l'unité. Le concept de l'unité-totalité, très cher aux pythagoriciens, ne peut pas être ajouté à lui-même, ça n'a pas de sens. 2 fois l'unité, du point de vue pythagoricien, ça n'a aucun sens. Donc, ceci devrait s'écrire dans notre notation à nous, non pas 3, mais l'unité divisée par 3. L'unité divisée par 4. C'est-à-dire une proportion par rapport à l'unité. Évidemment, ça n'a pas de sens physique de diviser l'unité. Mais par contre, on peut mettre en relation un concept comme étant une émanation de l'unité, c'est-à-dire une partie de l'unité, et non pas évidemment une addition, une multiplication de l'unité, ce qui du point de vue symbolique n'a aucun sens. Donc voilà comment fonctionne, on va dire, la métaphysique des nombres pythagoricienne, réutilisée par Platon un peu plus tard. C'est sur cette construction-là que s'appuie la totalité des lois de proportion du Moyen-Âge gothique. Alors, évidemment, cette division tripartite est naturellement utilisée dans toutes les constructions. Donc, simplement, j'avais mis une deuxième image pour mettre, ça c'est Chartres, hein, pour mettre en relation, évidemment, le temple égyptien avec la cathédrale, vous l'avez vu. Donc, plan au sol de la cathédrale de Chartres, avec, comme je vous l'ai dit, donc les 2 pylônes qui sont les 2 tours, la cour carrée qui est associée au vaisseau principal, le transept qui est l'autre axe, c'est-à-dire plus large que long, qui est en relation avec la salle hypostyle, et toute la structure de l'abside qui est en relation avec les chapelles. Également, division tripartite de la façade ouest de la cathédrale, qui est en fait cette image-là traduite de façon architecturale. La partie sombre, c'est-à-dire les portes, on ne peut pas passer à travers, la lumière ne passe pas, rien ne passe, c'est l'aspect physique, en bas. Le milieu intermédiaire, le siège de la rosace, donc c'est transparent pour la lumière, et en haut, aucun obstacle, c'est-à-dire tout passe à travers, il n'y a pas d'obstacle, c'est le monde de l'esprit pur. Un extrait des cahiers du fameux Villard de Haunecourt. Architecte, journaliste, un peu tout. Il a voyagé énormément en Europe médiévale et c'est très important parce qu'il va
à travers 30 pages, 33 pages exactement, il va donner une idée de l'importance du tracé et de la recherche des proportions en tant que méthode d'harmonisation des images. La recherche est toujours la même. On va chercher la juste mesure, la juste proportion. Pourquoi? Parce que pour pouvoir construire un résonateur qui soit une image représentative des structures du monde, on le fait selon des règles. Et ce personnage-là, évidemment, il est important parce qu'on a la documentation, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul, il y en a beaucoup d'autres, était un architecte dans la plus pure tradition médiévale et surtout dans la tradition du voyage, puisqu'il a voyagé partout en Europe, et donc son expérience n'est pas seulement celle du Moyen-Âge de nos régions, mais c'est vraiment le Moyen-Âge en Allemagne, en Hongrie, et il a été un peu partout. Donc on voit ici tout simplement un certain nombre de tracés de cercles absidiaux qu'il a transcrits vraisemblablement de constructions existantes. C'est-à-dire au gré de ses voyages, il va tout simplement repiquer des tracés. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le tracé est repris en utilisant de manière systématique des modules géométriques qu'on voit ici très nettement, qui sont ces rectangles-là, qui vont contenir en fait toutes les clés numériques de l'édifice. C'est-à-dire que si on cherche la résolution ou l'équation de l'édifice, on va nécessairement la trouver évidemment dans le tracé, dans les épures. C'est pas la peine de chercher des proportions en prenant des mesures aujourd'hui dans une cathédrale, parce que d'abord les choses ont bougé, les choses ont été modifiées, et bon, c'est assez difficile d'avoir des mesures cohérentes, des prises de mesures cohérentes. C'est pour ça que parfois on fait dire à des édifices quelque chose qu'ils ne veulent pas dire. On en ajoute un peu par-ci, on en enlève un peu par-là, et on arrive à retomber sur le pied. Bon, il faut être réaliste, c'est pas aussi simple. Les résolutions géométriques et graphiques qu'on trouve dans les carnets de garde de cours sont importantes parce que ces petits modules-là, qu'on va retrouver ici, sont construits sous la forme de rectangles, avec des proportions particulières entre un côté et un autre côté. Si on revient à la cathédrale de Chartres, on voit assez nettement que à la croisée, ici, il existe un espace qui est, comme je l'ai expliqué dans l'orientation de l'édifice la dernière fois, résume le résultat du tracé primitif. Alors, qu'est-ce que c'est que le tracé primitif? Dans le rite d'orientation, on a vu la semaine dernière qu'on fait un premier cercle délimitant l'espace sacré de l'espace profane, au centre duquel on va implanter une colonne ou un pieu, et à partir de l'ombre de ce pieu, dans l'axe est-ouest et l'axe nord-sud, on va pouvoir tracer un premier carré qu'on a appelé le carré du ciel, qui est le résultat de l'ombre du pieu projeté à midi, évidemment, donc sur le cercle au nord, le matin à l'ouest et le couchant à l'est. Vous voyez l'image, hein? L'ombre du pieu projeté. Premier rayon, projection, évidemment, projection à l'ouest, rayon tombant du soir à l'est, et ainsi de suite. Ce premier carré va servir de repère pour utiliser, avec deux autres cercles, centrés sur l'est et sur l'ouest, un deuxième polygone qui, celui-là, on va l'appeler le carré de la Terre, va évidemment être déformable à souhait en fonction de la dédicace, c'est-à-dire du choix dans le calendrier, du moment où on va observer l'ombre sur le cercle. Puisque, évidemment, si c'est à l'équinoxe, on aura un carré parfait, mais si on est décalé vers le solstice d'été ou vers le solstice d'hiver, on aura évidemment un polygone déformable. Puisque la déclinaison n'étant pas la même, le soleil se lève plus au nord en été et plus au sud en hiver, par rapport à l'est. Globalement, on a
un quadrilatère. Ce quadrilatère-là, il a des proportions. On va appeler ce côté A, ce côté B. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les proportions des côtés, c'est-à-dire A et B, sont exactement les mêmes que les proportions des diamètres des deux cercles. C'est-à-dire que si on appelle grand C le diamètre du grand cercle et petit c le diamètre, proportion grand F sur petit f égale proportion A sur B. Ça va? C'est la géométrie. Alors, quelle est l'importance de ça? L'importance de ça, c'est que cette proportion, elle est la clé numérique de l'édifice. C'est-à-dire que, au départ de la construction, quand on va choisir le plan au sol, le maître d'œuvre va devoir déterminer un premier rapport entre le grand cercle et le petit cercle, puisque c'est ce rapport-là qui va donner l'implantation des 4 piliers maîtres, c'est-à-dire ces piliers-là. En fait, le grand cercle, évidemment, passe par ces 4 piliers, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a une intention délibérée du départ de donner une proportion particulière à la construction, qui est totalement indépendante de l'élévation et de tout ce qui va se passer après. Et la signature numérique de l'édifice, la signature numérique primitive, il ne faut pas la chercher ailleurs que là. Dans le cas de Chartres, le rapport, c'est 6-7. C'est-à-dire que le rapport des deux cercles, c'est 6-7. Et ce rapport a une vertu très particulière. C'est le rapport de deux hexagones, l'un inscrit, l'autre circonscrit à un même cercle. Autrement dit, je fais un cercle, je trace à l'intérieur, donc inscrit un hexagone, je trace un autre hexagone, celui-là circonscrit, c'est-à-dire à l'extérieur, excusez-moi le tracé qui est un peu approximatif. Si je mesure le côté de l'hexagone inscrit et le côté de l'hexagone circonscrit, j'aurai un rapport 6-7 entre les deux. C'est une propriété intéressante, qui n'est pas le fruit du hasard. Hein? Ils n'ont pas jeté en l'air 4 pierres et là où elles sont tombées, on a mis les 4 piliers. Il y a un choix délibéré de donner une signature numérique à l'édifice. Et cette signature numérique est la base de la résonance de la construction tout entière, parce que la façon de rapporter cette proportion dans les travées et de reproduire cette proportion dans les travées va en fait dupliquer le même module géométrique un certain nombre de fois, et donc on ne fait que reporter la même loi partout dans la construction. Pour donner un autre exemple, la cathédrale de Reims, c'est le rapport 5-6. Qui est le rapport d'un hexagone et d'un pentagone inscrits dans le même cercle. Donc on fait un cercle, à l'intérieur on trace un pentagone, dans le même cercle on trace un hexagone. Eh bien, si vous mesurez le côté de l'hexagone et du pentagone inscrit, ils seront dans le rapport 5-6. C'est une propriété géométrique, mais qui a été choisie de manière intentionnelle. Donc, voilà comment le simple fait d'utiliser le tracé primitif comme repère, et pas d'aller chercher des proportions compliquées dans des élévations, dans des trucs et dans des machins, va permettre de comprendre qu'il y a une clé numérique à chaque construction, à chaque édifice, et qu'il faut chercher dans cette clé numérique la mise en relation avec la dédicace, parce que la destination finale de l'édifice, c'est-à-dire la couleur de la colonne de lumière qui va descendre, elle est mise en rapport avec cette proportion de nombre. Si on avance un peu plus loin, et qu'on revient à l'élévation, comme j'ai écrit tout à l'heure, vous voyez les fameux 3 niveaux, mais si vous regardez bien comment est faite l'élévation, elle est tout simplement la reconstruction proportionnée du plan au sol. La hauteur de la façade va être traduite, non pas dans la même dimension, mais dans la même proportion que le développement de l'édifice dans le plan au sol. Pour quelle raison?
de façon à ce que les modules géométriques qui sont ici soient reproduits à l'identique dans l'élévation, pour que la résonance puisse se produire dans le volume cette fois, et pas simplement dans la projection et dans le plan au sol. Puisqu'il faut bien parler d'une caisse de résonance. C'est pas simplement le plan qui résonne, c'est l'édifice tout entier. Et donc, on va retrouver, dans certains cas, et c'est le cas de Chartres, des proportions musicales dans les différents paliers de construction de l'édifice, qui reflètent dans l'élévation la projection du plan au sol. Hein, toujours le même principe, des recherches de tracés, on en voit un ici très intéressant. On voit l'épure initiale, avec le module géométrique et sa reconstruction ou son report dans les autres parties de la construction. Ça, c'est très précieux. Et l'application concrète de la construction en haut. Mais ici, on voit bien l'épure géométrique qui est totalement abstraite. Les seules choses qui sont représentées sont les piliers, c'est-à-dire les éléments de résonance. Parce que la seule chose qui résonne, ce sont les piliers dans l'élévation, par rapport au plan au sol. Alors ici, c'est intéressant, on va parler tout à l'heure de l'élévation, mais on voit les recherches des proportions dans le statuaire, à travers toujours des modules géométriques. C'est-à-dire que le statuaire gothique est le résultat de l'utilisation des modules géométriques de construction initiaux. C'est le cas à Chartres, par exemple. Le statuaire de la façade utilise quasiment partout dans la construction le rapport 6-7. Et donc, c'est pas seulement qu'on va chercher la résonance au niveau de l'architecture générale, on va chercher la résonance du même module, donc de la même signature métaphysique, on va la chercher partout. Saint-Denis. Pourquoi j'ai mis cette image-là? Parce que là, on voit très nettement les traits. Tous ces modules-là que vous voyez, verticaux, sont des éléments de résonance. Ne sont pas des outils de décoration. Et c'est encore moins des outils d'architecture. Parce que ça sert à rien. Ces éléments de construction qui sont ici ne servent strictement à rien du point de vue architectonique. Et esthétiquement, c'est pas un objectif non plus. Ce sont des résonateurs, ce sont des cordes supplémentaires, si vous voulez, qui sont mises dans les proportions de l'édifice, que l'on voit assez nettement ici. Au Moyen-Âge, le maître d'œuvre utilise un petit instrument articulé avec 5 modules. C'est une espèce de... Vous avez vu déjà des niveaux de maçon qu'on replie, hein, qui se replient en bois, le niveau en bois. C'est exactement la même chose. Mais, à la différence de nos outils d'aujourd'hui, il y a 6 articulations, 4 articulations plutôt, et 5 longueurs différentes, qui sont la base des systèmes de mesure médiévaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la coudée, qui est le premier, ça c'est la coudée. Ensuite le pied, qui évidemment n'est pas représenté là, puisque c'est la même, mais c'est la longueur du pied. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'empan. L'empan, c'est ça. Pouce, petit doigt. Ensuite, vous avez la palme, qui est la distance main ouverte entre l'index et l'auriculaire. Et enfin, vous avez la paume, qui est la distance entre les 2 os extérieurs ici. Cette croissance ici, de mouvement, se fait selon une proportion très particulière, qui s'appelle la proportion dorée, dont je vais parler tout à l'heure. Autrement dit, le rapport entre la coudée et le pied est égal au rapport entre le pied et l'empan, est égal au rapport entre l'empan et la palme, est égal au rapport entre la palme et la paume, est égal à la proportion dorée. Alors évidemment, le problème qui se pose, c'est que la coudée à la cathédrale de Brême n'a pas la même longueur que la coudée à la cathédrale de Chartres. Mais, la proportion est la même.
Autrement dit, l'important dans le Moyen-Âge gothique n'est pas le fait d'avoir un maître étalon déposé au pavillon de Breteuil en platine érigée. Tout le monde s'en fout de ça. La question, c'est de se mettre d'accord sur les proportions justes. Et la proportion juste, c'est ça. C'est-à-dire que n'importe où en Europe, vous arrivez avec votre instrument, toujours le même. Il est le même pour les maîtres d'œuvre de l'école de Chartres, de l'école de Notre-Dame, à Hambourg, en Hongrie, partout le même. Et ce sont des proportions identiques qui travaillent avec la proportion dorée. Je vais en parler tout à l'heure, c'est moi qui ai fait une erreur dans l'ordre des images. Je vous prie de m'en excuser. Alors voilà, c'était pas au bon endroit. Voilà l'élévation de Chartres. C'est-à-dire, tout à l'heure vous avez vu le plan au sol, voilà l'élévation. Dans l'élévation, ici, on trouve un certain nombre de références musicales dans les proportions des différentes hauteurs. On a ici un intervalle de tierces, ici un intervalle de quinte, ici un octave, par rapport à la fondamentale qui est la largeur de l'édifice. Donc, vous avez ici la largeur de l'édifice, qu'on prend comme référence pour la fondamentale. Le premier niveau qui se trouve être en dessous, au niveau des arcades, il est élevé à la tierce par rapport à la fondamentale. Le triforum, il doit être au niveau de la quinte, et on arrive à l'octave, à la base des ogives. Tous ces systèmes-là ont été calculés, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire on a cherché à produire un résultat par les artifices de mesure actuels. C'est pas du tout le cas. La clé pour comprendre les règles musicales de la construction sont dans la vision platonicienne, dont il faut se rappeler, dans la fameuse division tripartite, là, que dans l'école platonicienne, l'éducation idéale, c'est la philosophie, la musique et la gymnastique. C'est-à-dire les trois matières fondamentales de l'éducation idéale de Platon, c'est pour le corps la gymnastique, pour l'âme la musique, qui ne s'arrête pas à la musique d'instrument, mais à l'art de travailler avec les muses. Il y en a 9. La musique, c'est une des deux. Et la philosophie en tant que clé de voûte et architecture. Donc, la compréhension musicale de la construction, qui est d'origine pythagoricienne, elle est passée véritablement. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, la musique médiévale, je vous avais fait écouter la dernière fois des pièces de musique médiévale, la musique médiévale a cette vocation de travailler avec les mêmes rapports d'harmonie, c'est-à-dire les rapports majeurs, de tierces, de quintes, dont le but est d'utiliser la résonance des édifices pour l'accentuer. Le chant polyphonique propre à l'école gothique se développe dans cet objectif. Il n'est pas un développement artistique en marge. Il y a une volonté délibérée d'utiliser la voix humaine pour rentrer en résonance avec l'édifice. Il y a des études récentes qui ont été faites sur ce sujet, sur les rythmes musicaux dans l'architecture, qui permettent de voir comment on peut, avec des sons, mettre en résonance, mettre en vibration une construction. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et donc utilisé dès le Moyen-Âge. Parlons un peu de la proportion dorée. Petite image sympathique d'un tournesol, ou d'une marguerite, je ne sais pas exactement de laquelle il s'agit, pour mettre en évidence un certain nombre de propriétés naturelles dans le monde des végétaux qui, disons, utilisent cette fameuse proportion dorée comme moyen utilisé par la nature pour canaliser la vie. C'est-à-dire, a priori, la meilleure façon de canaliser la vie dans un être, c'est de le faire selon certaines proportions, qui se trouvent être la fameuse proportion dorée. Alors, qu'on prenne une marguerite, un tournesol ou une pomme de pin, vue à l'envers, c'est exactement la même chose. La filiation botanique entre la marguerite et la pomme de pin, il n'y a pas. Hein. Y a pas. Si vous plantez un pignon de pin, vous n'aurez pas une marguerite.
Et si vous plantez une graine de tournesol, vous n'aurez pas non plus un sapin. Donc, il se passe quelque chose d'intéressant. Et ce quelque chose d'intéressant, c'est un module géométrique, qui est cette construction spiralée, très particulière, je ne vais pas développer au niveau arithmétique, parce que c'est pas l'objectif, mais qui est justement un développement, un déploiement de la proportion dorée, que vous allez retrouver de manière beaucoup plus simple dans la répartition des feuilles sur la tige de n'importe quel végétal. N'importe lequel. Si vous prenez un rosier, par exemple, et que vous regardez comment les épines sont réparties sur une tige, c'est très bête. Vous allez voir que les épines s'enroulent autour de la tige selon une spirale, et l'intervalle entre deux spires consécutives est une proportion dorée. C'est-à-dire l'enroulement ne se fait pas de manière arbitraire. Si vous avez une épine ici, la deuxième épine, peu importe où elle va se trouver dans la spirale, elle peut être ici, hein, mais cet intervalle ici, cet intervalle-là, est une proportion dorée, et ainsi de suite reportée d'une spire sur l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est la façon la plus harmonieuse de répartir l'énergie dans la plante. Si vous regardez comment les feuilles se développent sur une tige, quel que soit le végétal, ce sera toujours dans cette proportion-là, parce que c'est la façon la plus harmonieuse de consommer l'énergie de la plante, mais aussi et surtout de capter la lumière de façon homogène. C'est-à-dire que c'est grâce à cet enroulement spiralé harmonieux que toutes les feuilles, au gré de la journée, ont la même dose de lumière, identique pour toutes. Si vous regardez un sapin, le tronc d'un sapin, si vous regardez comment les branches se développent autour du tronc du sapin, vous allez voir que c'est exactement la même règle de proportion, de façon à ce que les terminaisons, qui ne sont pas des feuilles, ils ont des épines, puissent capter la lumière de façon homogène partout dans l'arbre. Partout. Exactement de la même façon. Donc, il y a, semble-t-il, un module régulateur de la vie. Une clé numérique pour expliquer comment la vie doit fonctionner. Et c'est cette clé-là qui va être utilisée dans beaucoup de constructions, médiévales et gothiques en particulier, et surtout qu'on retrouve dans les proportions du corps humain, dans laquelle le rapport qui va grosso modo des pieds au nombril et du nombril au sommet du crâne est la proportion dorée. Et de la même façon, le rapport de la longueur du bras à l'épaule jusqu'à l'autre côté est exactement dans la même proportion. C'est-à-dire, pour être encore plus précis, dans un pentagramme étoilé, pour donner une autre image forte, dans un pentagramme étoilé, cette proportion dorée, vous la trouvez ici, et à beaucoup d'autres endroits dans le pentagramme étoilé. C'est exactement la même chose que ça. Donc, il existe, semble-t-il, une clé numérique assez particulière, qui n'est pas un nombre entier, puisque ce n'est pas un nombre entier, la proportion dorée, qui synthétise la vie, disons de façon totalement abstraite, mais c'est le bon tuyau, c'est le bon canal pour la vie. Ce canal-là est parfaitement connu dans le Moyen-Âge gothique, puisqu'il existe, c'est le cas par exemple dans la cathédrale de Troyes, ça c'est le clavecin de la cathédrale de Troyes, une stricte restitution de la proportion dorée à la coudée près. La longueur, la largeur de l'édifice, qui va donc aux deux extrémités du transept, mesure 161,8 coudées. 1,618, c'est ce qu'on appelle improprement d'ailleurs le nombre d'or. Pour être très précis, c'est 1,618,035, et il y en a beaucoup d'autres derrière. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Mais c'est une proportion, c'est pas un nombre. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à parler de nombre d'or, parce que ça ne veut rien dire. Le nombre d'or n'existe pas. Ça va peut-être vous décevoir, mais il faut parler de proportion dorée, et pas de nombre d'or. C'est une aberration de parler de nombre d'or. Ça n'existe pas dans la réalité. C'est une pure abstraction. Donc, si vous regardez, je sais pas si tout le monde voit bien, limite unique. La largeur hors tout de l'édifice, c'est 161,8 coudées. Il n'y a pas de signature plus évidente que de faire un édifice qui fait 161,8 coudées, surtout si on mesure la longueur hors tout de la nef qui fait 261,8 coudées. C'est-à-dire une autre manifestation évidente de la proportion dorée. Si on mesure la largeur du vaisseau principal par rapport à d'autres dimensions de l'édifice, on va retrouver exactement la même volonté de reproduire la proportion dorée dans la totalité de la construction. Il y a une intention particulière parce que la signature de 3 est la proportion dorée. C'est-à-dire que si vous faites le module géométrique de 3, ici, vous allez trouver le rapport des deux diamètres, justement dans la proportion dorée, exactement dans la proportion dorée. Donc, il y a une intention délibérée de signer l'édifice selon ce code-là particulier. Alors, pourquoi je vous ai dit que le nombre d'or n'existe pas? Parce que si on fabrique de manière artificielle la proportion dorée, on peut le faire très facilement, en prenant la moitié d'un carré, la moitié de la longueur d'un carré, et en reportant avec la pointe d'un compas, tout bêtement, la projection du compas ici. Là, c'est la moitié, d'accord? C'est très bête à faire, hein. Peu importe. Vous avez ici la proportion dorée. Le principe de ça n'est pas de faire des amusements géométriques particuliers. C'est de pouvoir mettre en évidence des intervalles qui existent entre les nombres. Je vais essayer de m'expliquer. Nous, on a l'habitude de parler de nombres entiers. 1, 2, 3, 4. La série des... Mais on parle jamais de ce qui se passe entre les nombres. C'est-à-dire que quand on parle de la suite des 9 nombres, on donne des intervalles entiers sans jamais expliquer ou dire quel est le vide qui se trouve au milieu et à quoi il sert. Entre 1 et 2, il y a une infinité de possibilités mathématiques qui existent. Cet intervalle-là est l'intervalle des ressources cachées des nombres. C'est-à-dire que il y a les nombres visibles, si vous voulez, ceux qu'on utilise de manière constante et quotidienne, et les nombres cachés. Tous les nombres cachés, vous les trouvez dans les intervalles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les intervalles? Il y a des proportions, c'est-à-dire ce que nous on appellerait un peu naïvement des fractions, puisque ce ne sont pas des entiers. Si ce ne sont pas des entiers, ce sont des morceaux d'entiers, donc des fractions. Et justement, du point de vue de la mathématique ésotérique, ce qui est important, c'est pas les entiers, c'est les fractions. Alors, des fractions remarquables, vous en avez plusieurs quand même. Et il y en a une qui est très importante, qui est très sympathique. Une fraction remarquable qu'on a l'habitude de décrire comme ça. Pi, fraction intéressante. Rapport du diamètre à la circonférence dans un cercle. Vous voyez, c'est pas un nombre. Pi n'est pas un nombre, n'a jamais été un nombre. C'est un rapport, c'est-à-dire un intervalle entre deux nombres entiers. 1, 2, 3, 4. Pi est quelque part ici. Phi, puisqu'on appelle la proportion dorée phi, par convention, est quelque part entre 1 et 2. Ça va? Donc ça veut dire que il y a dans l'arithmétique ésotérique les nombres qu'on voit, c'est-à-dire les apparences, et puis la réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit pas. Et la grande sagesse des bâtisseurs de cathédrales, c'était toujours d'utiliser la réalité et ce qu'on ne voit pas
pour mettre en relation les choses dans les différents plans. Parce que dans les fameux trois mondes que je vous ai dessinés tout à l'heure à de multiples reprises, l'apparence, elle est ici, là. Ça, c'est les nombres entiers, ça. C'est l'apparence, ce qui se voit. Mais ce qui se voit pas, c'est là. C'est-à-dire que l'esprit des choses n'est jamais entièrement dévoilé. Si vous voulez savoir les sources cachées qui se trouvent derrière les nombres, on dit très très simplement qu'il faut en extraire à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire extraire une racine? Mais c'est exactement comme quand on voit un arbre, on voit pas sa racine. On voit l'arbre, c'est-à-dire les apparences. Mais qu'est-ce que c'est qui permet à l'arbre de vivre? C'est bien les racines, non? Pour les nombres, c'est pareil. Il y a les valeurs visibles des nombres et les valeurs cachées des nombres. Les valeurs cachées des nombres sont toujours des proportions. Alors, j'en terminerai là pour ce qui est de la partie d'exposé. Le message fondamental des bâtisseurs de cathédrales, de ce point de vue-là, était de traduire en proportion, en juste proportion, une certaine vision du monde, qui était héritée de la plus haute antiquité, parce que l'usage des proportions pour rendre apparent des choses naturellement cachées n'est pas gothique ou médiéval. Cette façon de construire, elle est inhérente à la nature humaine. Depuis les pyramides jusqu'au temple grec, où on a pu mettre en évidence que pour la première fois c'est Phidias, le fameux sculpteur, qui avait utilisé cette proportion, justement dans le Parthénon, pour pouvoir rendre de façon beaucoup plus évidente l'équilibre et l'harmonie de l'édifice. Et c'est parce qu'il s'appelle Phidias, a priori, qu'on a appelé Phi, la proportion dorée. Depuis la plus haute antiquité, on va trouver cette science qui consiste à chercher à dévoiler les mystères cachés des nombres comme des moyens de traduire des fonctions essentielles de l'existence à travers les lois de la nature. Et donc, l'édifice gothique, comme toute autre construction, n'échappe pas à cette règle. On cherche une utilisation civilisatrice de la construction, c'est-à-dire on cherche une présence qualifiante dans la cité. Cette présence qualifiante a un pouvoir de rayonnement qui dépasse évidemment largement, strictement le culte, qui fait partie, mais qui le dépasse. Puisque on assiste dans la construction à la recherche d'un rayonnement musical, une vraie onde de forme, pour appeler les choses par leur nom, qui va émettre en permanence dans la cité, en traduisant sous forme vibratoire un corpus de connaissances. Donc le message civilisateur principal des bâtisseurs, il s'appelle proportion, en tant que clé d'intégration de l'homme dans les lois de la nature. Juste proportion.